Bonsoir. Alors, je vais commencer par vous donner les 2 sites sur le net. Vous êtes habitués maintenant à ce que je vous donne 2 sites sur le sujet du jour à chaque fois. Les 2 que je vous ai choisis aujourd'hui sont pour l'un un site universitaire qui s'appelle Magister, M-A-G-I-S-T-E-R, et qui m'a semblé très intéressant pour tout ce qui est étude de texte. Et évidemment, il est impossible de parler du romantisme sans parler d'étude de texte. Ça, c'est le premier. Le second, peut-être le connaissez-vous déjà, c'est un site qu'on trouve sur le site, c'est un sous-site, si on peut dire, de la Bibliothèque nationale. Donc je pense que vous connaissez le site de la Bibliothèque nationale, qui est extrêmement utile. Et il y a dans son architecture un sous-site qui s'appelle les signets de la BNF. Alors, connaissez-vous les signets de la BNF? Ils sont très utiles et ils vous donnent par grandes sections, vous avez littérature, art, sciences, etc., des indications sur des sites que vous pouvez atteindre directement avec cette première architecture. Et il y en a un pour le sujet du jour que j'ai trouvé passionnant, qui est celui du groupe Hugo, de Victor Hugo, évidemment, et qui est animé par une équipe de recherche de l'Université de Paris 7, et qui est un site formidable, très facile d'architecture et passionnant. Voilà, vous avez les 2 sites du jour. Donc, nous pouvons commencer maintenant sur ce sujet qui est celui du romantisme et de 2 types de personnages romantiques que j'ai choisis évidemment dans l'histoire de la danse comme d'habitude, qui sont la ballerine romantique et la danseuse espagnole, et on va voir pourquoi. J'avais intitulé cette conférence au départ « La jeune fille et la mort », et vous allez voir pourquoi. Donc, on se dit, et on n'y revient plus, que le romantisme apparaît comme une crise de la conscience européenne au moment du basculement vers le monde moderne, qui est considéré par toute une partie de l'intelligentsia comme déshumanisé et livré aux puissances de l'argent. On se dit que c'est un mouvement raz-de-marée qui prend la forme d'une réaction contre les règles établies, du passé comme du présent, comme celles qu'on envisage pour l'avenir, contre le classicisme, contre le matérialisme, et que le romantisme trouve un refuge dans les manifestations de la sensibilité et dans une individualité exacerbée. Ce sont les artistes qui, une fois encore, seront les porte-drapeaux de ce mouvement. Les écrivains dramatiques sont les rois du moment, car le théâtre est à la mode, la critique théâtrale est omniprésente, comme un nouveau genre littéraire, et les spectacles, de plus, génèrent une économie importante. Tout est donc en place pour que le spectacle soit un des grands moments du siècle. Les héros sont masculins, clairement identifiés par leur prénom, Werther pour Goethe, Adolphe pour Benjamin Constant, René pour Chateaubriand, et pourtant, nous allons le voir, sur la scène, ce sont les femmes qui vont régner, les stars, les divas, les étoiles, mais leur statut sera bien particulier. Pour la génération romantique, le rapport au pouvoir s'exprime dans le rapport à l'expression, la poésie, la littérature, le théâtre. C'est la génération d'Hernani, pour ce qui nous occupe. Petit rappel historique, le scandale de la bataille d'Hernani, pièce de Victor Hugo, lors de sa création à la Comédie Française en 1830. Et je vous renvoie au fameux texte de Théophile Gautier sur son gilet rouge. Il s'agit là d'un événement culturel, historique aussi, puisque daté très précisément, 25 février 1830, qui est une sorte de manifeste avec application et diffusion auprès des milieux d'expression culturelle, tous genres confondus, artistiques, littéraires, théâtraux. C'est une affaire de jeunes gens. Lors de la première d'Hernani, Hugo a 28 ans, Nerval a 22 ans, Gautier
à 19 ans. Et pour cette génération, Hernani a été ce que fut le Cid pour les contemporains de Corneille. Tout ce qui était jeune, vaillant, amoureux, poétique en reçut le souffle, écrira Gautier lors de la reprise de la pièce 30 ans plus tard. Mais les arts de la scène, les beaux-arts aussi, présenteront des œuvres d'essence romantique plus tardivement que la littérature, bien après que les milieux littéraires, qui sont les instigateurs du mouvement, soient passés, eux, à autre chose. Il y a donc un décalage chronologique dans ce que vous allez voir en images par rapport au texte. C'est cependant un phénomène générationnel, puisque tous ces artistes ont des liens de jeunesse, les plus fortes amitiés, et s'organisent de façon fluctuante en réseau, en cercle, en cénacle, en groupe, qui se sont investis de missions poétiques, sociales, politiques. Aujourd'hui, on pourrait parler d'engagement politique des intellectuels ou encore de phénomènes de bande, à votre choix. Ce qui lie cette génération, c'est l'obsession de la mort. Gérard de Nerval écrit « Où sont nos amoureuses ? Elles sont au tombeau ». Refusant le réel, les romantiques se réfugient dans un monde imaginaire, le plus souvent un monde noir, où règne la terrible puissance de la nuit et l'omniprésence de la mort. On retrouve partout les thèmes les plus forts, la lutte entre la mort et l'amour, la passion nécrophile, le parfum de l'amour et le souffle du tombeau, le triomphe de la mort, dans le dégoût de la chair et de l'argent. C'est une pensée obsessionnelle et je vous renvoie à Victor Hugo et la mort de sa fille Léopoldine, Nodier, qui voulut être enterré enveloppé dans la robe de mariage de sa fille, Alphonse Rab, qui se surnommait l'amant de la mort. Théophile Gautier, qui sera notre guide, a écrit plusieurs recueils de poèmes, La Comédie de la mort notamment, plusieurs nouvelles, dont La morte amoureuse, et nous allons le voir, le livret du ballet de Gisèle, d'après quelques lignes de Heine, qui ne parle que de l'obsession de la mort. Donc, quelques images. Le blanc, on va le voir aussi, la fureur, l'obsession du blanc, qui est à la fois pureté et linceul. Quelques tableaux, parfois, je vous l'ai dit, postérieurs. Celui-ci d'Antoine Wirtz, qui se trouve à Bruxelles, qui s'appelle La Belle Rosine. Et la Belle Rosine, ça n'est pas la jeune fille. La Belle Rosine, c'est ce qu'elle regarde, ce squelette qui a sur son front son nom, La Belle Rosine, tableau évidemment symbolique pour cette génération, mais aussi des jeunes mortes, Atala, qui se trouve ici, on va parler de Chateaubriand aussi dans quelques minutes, mais encore Delacroix, avec entre autres Roméo et Juliette au tombeau des Capulets, mais il y en a bien d'autres dans l'œuvre de Delacroix. Vous voyez là le linceul, la jeune fille et la mort, le tombeau aussi, mais encore des choses un peu plus séduisantes, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Comme ce tableau de Léopold Burth avec cette Ophélie qui a le sein bien à l'air, bien joli et bien rond. Ary Scheffer, vous le connaissez, Les ombres de Francesca et de Paolo, magnifique. Et là, regardez le mouvement aussi, le mouvement des corps, la sensualité des corps, toujours le linge blanc, le linceul. La jeune martyre de Paul Delaroche, qui rappelle ses Ophélies,
Et alors là, j'ai été très frappée en passant devant une des boutiques du musée du Louvre, sous la pyramide. J'ai été très frappée de voir qu'on vendait en grand poster ce tableau. Je me demande qui l'affiche dans son salon. Alors, vous avez vu le tableau précédent, donc cette jeune morte, cette jeune martyre, et vous voyez ce que le peintre fait de sa Louise Vernet sur son lit de mort, l'épouse de Vernet, qui est aussi une martyre et qui est aussi une sainte, puisque vous voyez qu'il lui a décerné une auréole. Donc, vous voyez comme tout est mélangé et comme tout a une touche de séduction malsaine dans ses représentations. Mais aussi, celui-ci, on a eu beaucoup de mal avec Nancy à trouver une image qui ne soit pas trop mauvaise. Malheureusement, elle n'est pas très bonne. Le Tintoret peignant sa fille morte. Mais si on parle de ces jeunes mortes, on peut se dire aussi que les artistes romantiques ont une vision double de la femme. Ils veulent d'une part une femme qui n'est ni épouse ni mère, mais éternellement fiancée, c'est-à-dire au seuil non franchi de la sexualité, silhouette blanche, longiligne, éthérée, une femme qui est un ange désexualisé. D'autre part, à l'inverse, ils la veulent hypersexualisée, c'est la prostituée. Les deux vont ensemble et nous allons les retrouver dans des personnages types du ballet romantique, comme je vous l'ai dit, la belle morte et la danseuse espagnole. Si on prend le blanc comme sujet, on peut se dire que le blanc est devenu une obsession chez tous. C'est encore une fois la pureté et le linceul. Vous avez vu la dernière fois combien la tenue blanche devenait la tenue des danseuses avec la robe de Marie-Antoinette, avec ses peintures anglaises. Vous voyez là l'arrivée de l'archiduchesse Marie-Louise à Compiègne, quelques détails, les jeunes filles en blanc, avec ses bouquets de fleurs. Les rosières, le blanc et la vertu. Et cette obsession du blanc, nous allons la retrouver maintenant pour le théâtre. Le théâtre des rêves comme refuge. Si le mouvement romantique concerne et modifie tous les arts, tous les modes de vie, il a une énorme influence sur les arts du spectacle, sur l'art dramatique, avec l'irruption d'auteurs comme Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alexandre Dumas et tant d'autres, sur la musique, avec des compositeurs comme Berlioz, sur l'art lyrique avec Auber, Rossini, Meyerbeer, le Grand Opéra, et le théâtre est le moyen d'expression favori de cette partie du siècle, tout à la fois politique, scène de la résistance au régime, arène pour la jeunesse, mode d'écriture préféré des artistes, car il apporte la célébrité et la fortune. Alors j'ai choisi un tout petit passage d'une musique de Berlioz, qui est le musicien romantique par excellence. C'est un extrait de ce recueil qui s'appelle « Les Nuits d'été ». L'air s'appelle, c'est sur un poème de Théophile Gautier, l'air s'appelle « Ma belle amie est morte » ou encore « Sur les lagunes ». C'est un poème qui a été publié par Gautier en 1838 dans ce fameux recueil de la comédie de la mort et qui a été mis en musique par Berlioz et aussi par Gounod. Donc vous allez entendre très peu, malheureusement, vous allez voir, c'est magnifique, de cet air que la technique va nous envoyer. Voilà, malheureusement, on est obligé de s'arrêter là par faute de temps, mais vous voyez que tout y est, la jeune fille, la mort, la mère aussi, et que c'est un voyage, en fait. C'est Régine Crespin qui chante. Dans Les Illusions perdues, Balzac les publie entre 1837 et 1843, un des personnages du roman, Émile Blondet, qui est un écrivain royaliste, dira au jeune homme de province qui aspire à la gloire littéraire, c'est-à-dire à Lucien de Rubempré, et bien sûr c'est Balzac qui parle, le besoin de l'époque est le drame.
Le drame est le vœu d'un siècle où le politique est un mélodrame perpétuel. N'avons-nous pas vu en 20 ans, diras-tu, les 4 drames de la Révolution, du Directoire, de l'Empire et de la Restauration? La scène et le drame sur la scène n'est donc qu'un miroir de ce qui se passe dans la société. Et le théâtre en révolte lutte lui aussi contre l'ordre établi. C'est le premier des haut-parleurs. Et un journaliste, Ludovic Vitet, écrira « Le goût en France attend son 14 juillet ». Pour préparer cette nouvelle révolution, de nouveaux encyclopédistes se sont élevés, on les appelle romantiques. Il fait alors référence évidemment à Diderot et au siècle des Lumières, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Comment en est-on arrivé à cette importance majeure du théâtre? Eh bien, avec les lois sur la liberté des théâtres qui ont été promulguées par la Révolution française, notamment en 1791, la loi Le Chapelier. Le Chapelier fut avec Barnave un des rédacteurs du Serment du jeu de paume. L'article 1, tout citoyen pourra élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres. D'où une multiplication des spectacles en tout genre qui va accompagner un désir de renouveau des formes qui a été entamé, vous l'avez vu, sous le siècle des Lumières et qui va culminer avec Victor Hugo. Le théâtre était depuis un certain temps déjà une arme politique, on l'a vu avec Voltaire, on pourrait l'avoir vu avec Beaumarchais, le mariage de Figaro, 1784, Charles IX ou la Saint-Barthélemy, 1789, et Talma dans le rôle titre, et Danton dira après la première « Si Figaro a tué la noblesse, Charles IX tuera la royauté ». Donc, avec ce renouveau de l'écriture théâtrale, va arriver une nouvelle génération d'acteurs. Le premier signe étant la préface de Cromwell de Hugo, qui est une déclaration de principe d'une poétique théâtrale nouvelle. Tout change au théâtre dans ces années romantiques, que ce soit dans les textes ou pour les productions. La lumière, déjà, avec l'éclairage au gaz, qui va remplacer les chandelles, dans les années 1820, la maîtrise de l'espace, à cause des inventions dans le domaine du décor et des costumes, la mise en espace, qui fait la mise en scène, qui suit les divisions du livret en tableaux qui vont être géographiquement situés par le décor, l'influence grande des chorégraphes et des danseurs qui participent à l'élaboration et à la présentation du spectacle, l'espace et leur aire de jeu. Les grands acteurs romantiques qui ont pour la plupart été formés à l'école de la pantomime et du mélodrame, donc du corps, et qui jouent des situations qui suscitent des émotions par le geste et par l'attitude et qui cherchent à faire oublier les conventions du théâtre. D'autant que les auteurs joués sur les théâtres du boulevard qui se développent et d'où partent toutes les expérimentations écrivent pour un public populaire. Dans ce tableau, en France, ce mouvement va changer l'histoire du ballet, qui est l'enfant chéri d'une grande partie du public. Le ballet va être un des véhicules les plus représentatifs du mouvement romantique, peut-être parce que la figure féminine y règne, peut-être parce qu'un poète, Théophile Gautier, va s'intéresser à ce monde clos, peut-être parce que toute une génération d'interprètes d'exception, les grandes ballerines romantiques, vont donner un corps au rêve. L'absence de forme parlée a vraisemblablement été un atout supplémentaire. C'est avec le ballet que cette vision de la femme romantique va prendre sa forme la plus aboutie. Et c'est à Paris, sur la scène de l'opéra de la rue Lepelletier, que cette histoire se déroule. Le ballet romantique, comme le grand opéra qui naît à la même époque, sont des formes théâtrales inventées en France, puis exportées dans le monde entier. Le ballet n'a pas encore atteint sa majorité, il n'y a pas de programmation de soirée uniquement de ballet, il faudra près d'un siècle pour y parvenir, et il vient compléter un spectacle lyrique ou encore s'intègre sous forme de divertissement à l'opéra. Le ballet romantique va naître en 1832 avec La Sylphide,
trouver son apogée quelques 10 ans plus tard avec Gisèle, puis se banaliser, se scléroser et entrer en décadence. Tout y est des poncifs du romantisme, la couleur locale et bientôt l'orientalisme, le fantastique et la morbidité. La femme y est un être venu d'ailleurs et le héros ne peut l'aimer que dans la mort. Dans cette aventure du ballet romantique, la mode n'est pas en reste. Le blanc, le pur, la mousseline, les couronnes de fleurs, les robes à la Taglioni à 4 jupes, tout va être à la sylphide, les journaux, les coiffures, les modes, les parodies. Vous savez que depuis la légende des parcs, la couleur blanche est associée à l'idée, à l'image d'une vie heureuse, d'où, à travers le temps, la recherche constante d'un blanc pur, jusqu'à ce que, en 1787, le célèbre chimiste Berthollet invente l'ancêtre de notre eau de Javel, un procédé chimique autrement rapide pour le blanchiment. À l'époque romantique, le romantisme du blanc fait écho au romantisme du noir, porté presque exclusivement par les hommes. C'est l'exaltation de la pureté féminine dont s'emparent la mode et le commerce. Le linge devient une qualité bourgeoise, armoire, trousseau, tenue de mariée, de communiante, de baptême. C'est une économie aussi, l'économie du textile, qui va s'en trouver enrichie avec la fabrication des mousselines, tout comme la fabrication des fleurs artificielles, qui génèrent de nombreux brevets, une industrie très florissante, notamment à Paris, qui emploie des centaines de femmes, et je vous renvoie bien sûr au roman d'Eugène Sue, dont les héroïnes sont très souvent ces bouquetières en chambre qui fabriquent de la fleur artificielle. Le théâtre est un des moteurs de la mode de ville avec la sylphide, mais aussi avec l'opéra, le turban dans La Juive d'Halévy, les coiffures à la neige d'Aubert, les robes à la Dame Blanche de Beaulieu, etc., etc. Alors, la sylphide. Toujours la mort, vous voyez les illustrations. La sylphide, ballet créé en 1832, donc à l'Opéra de la rue Le Pelletier, va fixer le type. C'est une révolution comparable à celle d'Hernani qui a eu lieu 2 ans plus tôt. Le féminin, simplement, remplace le masculin. Les sylphes étaient fort présents dans la littérature du XVIIIe siècle. Ils s'effacent devant la sylphide, créature de légende, chère aux poètes et aux auteurs de contes, inspirée du trilby de Nodier. Tout y est nouveau et tout y correspond à l'idéal du poète. Une nouvelle technique pour les danseuses, les pointes, qui permettent l'élévation de la silhouette et donc de la rendre encore plus longiligne. Un mouvement fétiche, l'arabesque, qui allonge la silhouette. Un nouveau type de femme, la fureur de la minceur comme esthétique, qui commence là. Un nouveau type de costume, le tutu. Un nouveau type de ballet, le ballet blanc, avec un nouveau type de découpage dramatique, schéma fixé une fois pour toutes, premier acte sur terre, province ou étranger, deuxième acte dans le royaume des créatures surnaturelles, en tutu blanc, bien sûr. La ballerine Marie Taglioni, que vous voyez là, la sylphide, est une interprète habitée de la chorégraphie conçue par son père et elle devient l'idole des cercles romantiques et bien au-delà. Le retentissement du ballet est si fort que Chateaubriand modifiera son texte de René. Le texte de René date de 1802. Le fantôme imaginaire qui règne deviendra la sylphide après qu'il ait vu le ballet et les danses aériennes de Marie Taglioni. Il avait été un des premiers à évoquer dans le décor des bois, des prés et des étangs de Combourg cette créature onirique, être aux continuelles métamorphoses. La grande diffusion de ces textes, René eut un immense succès. La célébrité de leur auteur a certainement contribué à leur imprégnation dans les cercles de la poésie et de la littérature. Donc, quelques images de la sylphide. Vous voyez le costume.
Donc, ancêtre du tutu, là les gravures sont magnifiques, les gravures de Chalon, vous voyez la modestie du costume, vous voyez le tutu qui arrive à mi-mollet, vous vous souvenez, en voyant la ceinture en ruban bleu, vous vous souvenez des portraits anglais que nous avons vus la semaine dernière, c'est exactement le même costume, vous avez la petite couronne de fleurs, là les ailes qui étaient celles de cet être surnaturel et que son amour va vouloir rendre une femme ordinaire, sans elle, qui est au sol et qui évidemment va faire mourir la sylphide. Donc voilà, très amusant d'ailleurs parce qu'il y a encore quelques balbutiements, hein, le type n'est pas encore complet. C'est la première maquette d'un costume de danse en fait, qui deviendra le tutu. C'est une maquette d'Eugène Lamy qui n'a pas tellement fait de maquettes de costumes, mais qui a créé ceux de la sylphide. Vous voyez à gauche la gravure dans ces petits recueils qui sont les recueils Martinet de costumes de théâtre des différentes salles et des différents spectacles parisiens. La sylphide vole, puisqu'elle a des ailes, elle vole toujours, toutes ces héroïnes romantiques voleront dans des décors et au-dessus de l'eau. Et on va avoir l'occasion de reparler de l'eau et de la femme dans quelques instants à propos de Gisèle. Évidemment, la diffusion de ces images par la lithographie et dans les journaux illustrés va faire beaucoup pour que soit répandue la connaissance de ces ballets et de ces spectacles qui ont été, à l'époque, extrêmement célèbres. Après la sylphide, Gisèle. Gisèle ou la jolie morte. Gisèle est le chef-d'œuvre du ballet blanc. C'est un ballet fantastique en 2 actes, dont le livret est Théophile Gautier, la musique d'un compositeur qui s'appelle Adolphe Adam, qui n'était pas un des grands compositeurs de l'époque, la chorégraphie de Jean Coralie et Jules Perrault, les décors de Cicéry, qui est le grand décorateur de ce théâtre de l'époque, et les costumes de Paul Lormier, qui travaille habituellement pour l'opéra. Grand poète, grand écrivain, Théophile Gautier s'intéresse à tous les aspects de la scène. Il est critique d'art, poussé par Balzac, il est l'inventeur de la critique de danse et il contribue à alimenter plusieurs journaux sur ce sujet. Ses écrits, uniques dans ce genre, nous sont précieux pour connaître le paysage chorégraphique de l'époque. Mais Gautier fut aussi un librettiste de ballet, dont Gisèle, le plus connu. Il l'écrivit pour la danseuse Carlotta Grisi, créatrice de Gisèle, dont il était amoureux, et il finit par épouser sa sœur, la cantatrice Julia Grisi. Vous voyez que la vie n'est pas simple. Dans ces critiques, nous en sommes au balbutiement de la critique chorégraphique, mais c'est le premier à en traiter aussi longuement et comme un art finalement. Et Gautier s'attache à l'interprétation, à la beauté des corps, à l'allure, à la présence, au costume, plus qu'à la technique, car il ne maîtrise pas vraiment le vocabulaire des pas et des parcours. La veine fantastique, qui est celle de la sylphide comme elle est celle de Gisèle, se trouve dans les contes et les nouvelles, qui sont des récits courts, facilement adaptables à la forme livret et qui offrent un espace poétique au ballet. Un des premiers contes fantastiques français, la veine a été exploitée auparavant par Hoffmann ou par Byron, et celui de Nodier, publié en 1806, qui s'appelle Une heure ou la vision, et qui est l'aventure d'un jeune homme qui suit le fantôme de sa bien-aimée, devient fou et le rejoint dans la mort. Gisèle, grand succès, sera donné sans interruption de 1841 à 1864, puis disparaîtra du répertoire. Faute d'interprète, parce que la mode a changé, on ne sait pas. Et ne reviendra à Paris qu'au début du XXe siècle avec les ballets russes de Diaghilev, ça c'est pour dans 15 jours, qui ramèneront Gisèle sur les bords de la Seine. Le livret est inspiré d'un récit de Heine qui est mentionné par Théophile Gautier lui-même comme sa source d'inspiration et qui se trouve à 2 endroits, dans de l'Allemagne et dans les tableaux de voyage avec des variantes importantes. Dans les tableaux de voyage,
dans la section des Nuits florentines, Heine écrit « Ce besoin passionné de jouir de la vie, comme si la mort les allait appeler tout à l'heure de la source jaillissante du plaisir, ou que cette source dût se tarir à l'instant, cet empressement, cette rage, ce vertige des Parisiennes, tels surtout qu'ils éclatent dans les bals, me rappellent toujours la tradition de danseuses nocturnes qu'on appelle chez nous les Villis. Ce sont de jeunes fiancées mortes avant le jour des noces. » Ça, vous voyez que c'est absolument la femme adorée par les romantiques. Mais elles ont conservé si vivement dans leur cœur l'amour mal satisfait de la danse qu'elles sortent la nuit de leur tombeau, se rassemblent en troupes sur les routes et là se livrent aux danses les plus passionnées. Parées de leurs habits de noces, couronnées de fleurs, les mains livides ornées d'anneaux étincelants, souriantes à faire frissonner, irrésistiblement belles, les Villis, bacchantes mortes, dansent au clair de lune, et elles dansent avec d'autant plus d'ardeur et d'impétuosité qu'elles sentent approcher la fin de l'heure de minuit, le moment qui doit les faire redescendre dans le froid glacial de leur tombeau. Magnifique texte qu'on trouve d'une autre façon dans De l'Allemagne, beaucoup plus court, et c'est avec ces lignes très courtes que Théophile Gautier va tricoter, si on peut dire, son livret de ballet. Ces danseuses sont des fiancées mortes avant leurs noces. Elles ne peuvent dormir tranquilles dans leur tombeau. À minuit, elles se rassemblent pour danser, et malheur au jeune homme qui les rencontre, car elles l'enlacent et le font danser jusqu'à ce qu'ils meurent à leur tour. Ça, c'est exactement le sujet de Gisèle, avec 2 actes, qui est donc le modèle, le canevas du ballet romantique. Le premier acte, vous voyez là le costume, qui se passe donc sur scène, dans un décor d'une petite campagne. Et Gisèle va être séduite par le prince. Il y a toujours une différence de statut social entre l'héroïne et le héros dans ces ballets romantiques. L'héroïne est toujours d'un statut social bien moins élevé que le héros. Elle va être séduite par le prince et puis elle va s'apercevoir que le prince est un prince et pas du tout un paysan comme elle le pensait. Elle devient folle, elle en meurt. Au deuxième acte, le prince va s'avancer vers sa tombe et là, les Villis, évidemment, car nous sommes la nuit et dans la forêt et près de l'eau, vous allez le voir aussi près d'un lac, vont le faire danser jusqu'à ce qu'il meure, mais Gisèle, sortie du tombeau, va réussir à le sauver avant les coups de minuit. Beaucoup de gravures, donc, vous voyez cette danseuse romantique, cette Gisèle, avec toujours l'eau au-dessus de laquelle elle vole, avec la tombe. La tombe est très importante, quand même assez rare de voir sur un plateau de théâtre une tombe. C'est pas vraiment courant. Il faut quand même une certaine audace, notamment dans le ballet, qui est typiquement quelque chose de léger. Il faut quand même beaucoup d'audace et que l'imprégnation des temps ait été très forte pour que dans le décor, on trouve une tombe que vous allez trouver d'ailleurs dans toutes les images. Là encore, la tombe, toujours avec le nom de la jeune fille d'ailleurs, l'eau, le prince. 2 tableaux. Il n'y a pas 2 tableaux qui représentent une scène du ballet. Il y a énormément de gravures, il y a énormément de lithographies, pas toujours des meilleures, comme vous avez pu le voir, mais il n'y a pas de tableau. Par contre, 2 tableaux l'évoquent. Celui-ci, le tableau d'Auguste Gendron, La danse des Villis, qu'il a présenté au Salon de 1846, donc très peu de temps après la création du ballet, qui est conservé au Musée des Beaux-Arts à Bordeaux. Et il y en a une version au Havre aussi. Et c'est un tableau qui fera la réputation de cet artiste qui jusque-là était peu connu, qui appartient au groupe des élèves de Paul Delaroche, ceux qu'on appelle les néo-grecs. L'État va du coup lui confier plusieurs commandes, dont celle de la salle des fêtes de l'aile Richelieu au Louvre, l'ancien ministère des Finances, ou de la Cour des comptes. Théophile Gautier lui consacrera d'ailleurs un article élogieux, il ne pouvait pas faire moins, dans son texte sur les salons.
Alors c'est un tableau qui a été gravé, dont on a fait une lithographie, que vous allez voir, et cette lithographie a une histoire. C'est une lithographie de Michele Fanoli qui a été faite la même année, en 1846, et qui a été éditée chez Goupil. D'abord, elle a une légende. Elle a une légende, Lévilie, scène de Gisèle, l'on voit pendant la nuit ces mortes fiancées renaître au sein des bois, voltiger sur le lac, entre elles enlacées et trompées par leur jeu l'élan de leur désir. Et intéressant parce que c'est une lithographie d'une grande taille, c'était la plus grande taille qu'on pouvait faire à l'époque, 69-52 cm, vous voyez que c'est très grand. Elle a été présentée donc au salon de 1848 et c'est une des 5 lithographies faites par Fanoli, les plus grandes publiées alors, et Fanoli fera ensuite une grande carrière en Europe de graveur. Donc vous avez ce tableau, il y a eu d'autres avatars, évidemment des Villi, une nouvelle d'Alphonse Karr, et puis l'opéra de Puccini, évidemment, les Villi, dont le livret est tiré de cette nouvelle. Autre tableau. Alors, ce tableau s'appelle « Les laventières de la nuit » et c'est là que nous pouvons nous arrêter un instant sur l'eau. On rencontre partout des croyances liant l'eau, le linge et les femmes. Bien des fontaines dites miraculeuses, vous le savez, sont en fait d'anciens lieux païens réhabilités en sites chrétiens. Ces femmes, qui sont devenues des revenantes pour expier leurs fautes, qui sont liées à l'eau et donc souvent des lavandières, prennent pour victimes toujours des hommes. Pourquoi doivent-elles expier leurs fautes? Ce sont souvent des médisances. D'ailleurs, en Bretagne, le terme de propos de l'avoir signifie propos douteux. Ça, c'est pas trop grave, les médisances. Mais c'est aussi le non-respect des commandements divins, ou plus grave encore, les péchés de chair, et même les infanticides. Leurs victimes sont toujours des hommes qui se sont aventurés la nuit autour des lieux qu'elles hantent, où elles reviennent, et ce corpus de contes et de légendes, avec des variantes suivant les régions, a tout particulièrement été réuni dans la première moitié du XIXe siècle grâce aux collectes de récits, et il a inspiré bien des écrivains romantiques, et c'est là où la nouvelle de Heine, les quelques lignes de Heine, le livret de Gisèle et ce corpus de contes et de légendes se rejoignent. Un exemple parmi beaucoup d'autres, il y en a beaucoup, en Bretagne, les lavandières de la nuit ou laveuses de la nuit ou dames blanches qui obligent le passant à tordre leur linge, peut-être des linceuls, le linge des morts, et qui finissent par le tuer. Un tableau que vous voyez là, celui de Yann d'Argent, plus tardif, qui a été présenté au salon de 1861, donc plus tardif par rapport au texte romantique, qui est inspiré d'Émile Souvestre, qui a publié peu de temps avant son Foyer breton, qui est donc un recueil de contes et de légendes. Yann d'Argent est un peintre et un illustrateur qui a vécu à Paris entre 1850 et 1860. Ce tableau, sous-titré « Ballade bretonne », donc présenté au salon de 1861, est conservé au Musée des Beaux-Arts de Quimper, et plusieurs critiques, comme Maxime Ducamp ou Olivier Merson ou encore Théophile Gautier, lui ont consacré de longs articles sur son côté fantastique. Et vous voyez que là, tout est fantastique. Évidemment, la scène, toujours avec ces corps, cette espèce de guirlande de corps, un petit peu comme ce que vous avez vu dans les tableaux précédents, où ces corps s'imbriquent en fait grâce au linge, souvent. Ce qui est fantastique aussi, c'est le paysage avec ces arbres torturés et qui ont aussi des formes humaines, si on peut dire, et vous trouvez toujours l'eau et la brume, d'ailleurs, que vous trouvez au dernier plan, avec des créatures fantastiques qui sont là-bas, dans la bordure gauche, en bas du tableau. Ces sylphides, ces Villi, ces héroïnes romantiques,
comme Gisèle, comme la Sylphide, sont les dames blanches du ballet. Leur grande interprète a donc été Marie Taglioni, créatrice de la Sylphide, pour laquelle la danse était non seulement une passion, mais un sacerdote. Et les critiques du temps l'avaient appelée une danseuse chrétienne, ce qui est évidemment très intéressant. Maintenant, nous allons passer à l'autre face de la femme rêvée par les romantiques, qui est une femme de chair, bien de chair, et qui a comme ça un léger parfum de scandale peut-être, ou d'érotisme. Donc, nous allons passer... Donc, voilà ces danseuses blanches qui vont chasser les hommes des scènes. D'ailleurs, ça, c'est intéressant. Les danseuses romantiques ont complètement exclu leur partenaire masculin de la scène. Ça va être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le ballet va se scléroser. Donc, voilà ces dames blanches, ces danseuses chrétiennes. L'envers, c'est évidemment le foyer de la danse, où, à l'époque, les abonnés venaient rencontrer des danseuses, qui est un lieu de drague, dirions-nous. Il y a énormément de récits, de romans, de légendes, de caricatures sur la danseuse et l'abonné, cette triangle éternel qui était la mère de la danseuse, qui la vendait plus ou moins, la danseuse et l'abonné. Et puis, évidemment, de merveilleuses caricatures de Gustave Doré, la danseuse et la loge, là, souriante à la loge, ou cette guirlande de danseuses avec ses abonnés aux grosses jumelles qui font leur choix, finalement. La danseuse espagnole, réalité ou fantasme? Alors, chez les artistes de la génération romantique, en tout cas, ce sont des danseuses filles de chair. Pourquoi? La mode de l'Espagne va culminer pendant les années romantiques dans toutes les disciplines, artistiques, littéraires, poésie, peinture, théâtre, et on ne compte plus les pièces à sujet espagnol, en se souvenant d'abord d'Hernani et son fameux scandale en 1830, de Ruy Blas en 1838, et tant d'autres. Tous les types de spectacles, tous, de l'opéra à la revue, du ballet au drame, du mélodrame au genre dramatique ou comique, traitent de toréadors, de gitanes, d'hidalgo, de castagnettes et de mantilles. L'école romantique a remis l'Espagne à l'honneur chez les écrivains, et il suffit de citer les orientales de Victor Hugo, les contes d'Espagne et d'Italie de Musset, le théâtre de Clara Gazzoul et les nouvelles de Mérimée, dont Carmen bien évidemment, et puis aussi la vogue du romancero, fond médiéval de récits populaires adapté par Abel Hugo. Le voyage en Espagne des artistes romantiques est une variante du voyage en Orient. Il est devenu aussi incontournable et nouveau des récits pittoresques. Théophile Gautier, que nous retrouvons, part en Espagne en 1840. Il publiera au retour Tralos Montes ou Voyage en Espagne, un recueil de poésie, Espagna. C'est un voyage qu'il fait en compagnie d'Eugène Piot, un ami de jeunesse, avec lequel il cohabita au Doyenné, le fameux Doyenné, qui est un collectionneur, un historien de l'art, un futur conservateur des peintures au musée du Louvre, et qui a pour but de rapporter des œuvres d'art. La France connaissait alors mal la peinture espagnole par quelques œuvres ramenées dans les fourgons impériaux, puis par l'action du gouvernement, conscient que manquait au Louvre une galerie espagnole, d'où le voyage du baron Taylor et de Dauzat pour prospecter et rapporter les éléments d'une collection. L'entreprise était difficile, la plupart des tableaux très beaux des maîtres espagnols appartenaient à des églises, à des confréries, à des monastères, à des palais, comme le Prado et l'Escurial, qui depuis ont donné une partie de leur trésor au musée de Madrid, et la loi des majorats qui défendait aux familles d'aliéner la moindre partie de leur héritage rendait les achats très difficiles et très laborieux. 2 années auparavant, les Parisiens avaient pu découvrir le musée espagnol, collection de 400 tableaux, œuvres d'art espagnoles achetées par le roi Louis-Philippe
sur sa cassette entre 1835 et 1837 et qui avait été exposée au Louvre. Velázquez, Murillo, Zurbarán, Goya fascinent les artistes. Mais après la chute de Louis-Philippe, la collection espagnole est partie, elle aussi, en exil et fut dispersée à Londres en 1853. Une seule œuvre ayant appartenu au musée espagnol de Louis-Philippe se trouve aujourd'hui dans les collections du Louvre. C'est le Christ en croix entre deux donateurs qui a été acquis au début du XXe siècle. Et je vous signale un projet de recherche sur la collection espagnole qui est mené par le Louvre, qui a un très joli nom, ça s'appelle le Réseau Louis-Philippe, ce que je trouve très joli. Donc ces peintres espagnols, si vous voulez, fascinent les artistes et on va voir d'ailleurs dans quelques instants l'influence qu'eut sur Manet la découverte de cette peinture. Alors les premiers vrais danseurs espagnols à Paris sont deux danseurs. Alors, il y a une vogue de la danseuse espagnole. Vous voyez que dans cette petite œuvrette, deux des danseuses sont des danseuses espagnoles avec castagnettes, évidemment, robe à volant, au milieu de ces danseuses romantiques. Les deux premiers danseurs espagnols à Paris, on va les retrouver, sont Dolores Serral et Mariano Camprubí. Ce sont deux des 4 danseurs espagnols qui ont fait une apparition très remarquée pendant les soirées de bal à l'Opéra en 1834 et puis qui reviennent tous les ans, toujours avec un grand succès, qui vont sillonner l'Europe et devenir la référence absolue, comme vous allez le voir. Toute critique de Théophile Gautier sur une des danseuses qui suivront la comparera à Dolores Serral, en général d'ailleurs à l'avantage de celle-ci. Gautier compare continuellement les danseuses espagnoles. Vous voyez que là, il y a une étude de mouvement, déjà. Beaucoup plus que ce qu'on trouve dans le ballet romantique, on trouve des artistes qui s'attachent au mouvement et à décrypter, déjà à commencer à décrypter le mouvement de ces danseuses espagnoles qui, quelque part, ont plus de naturel et moins de code. C'est toujours le problème de ces règles dont on a parlé, qu'on brise continuellement. Elles ne sont pas encadrées complètement, enserrées dans ces règles qui sont celles du ballet classique. Les voilà encore. Vous voyez aussi que là, il y a des hommes. Ces danseuses ont des partenaires, contrairement aux danseuses romantiques. Chassériau, toujours Chassériau, avec des études de mouvement qui sont très, très intéressantes parce que très rapides, on voit que ça a été fait pendant une répétition ou pendant un spectacle, ce qui est encore assez rare. Les articles de presse, bien sûr, illustrés. Et puis une infinité de ces images qui nous les montrent, toujours dans les mêmes poses, d'ailleurs, comme vous pouvez voir. Et quelques tableaux, comme on va le voir. Gautier déplore chez les danseuses dites classiques, les danseuses de l'école académique, la sécheresse, le manque d'émotion, de la liberté que donne la technique transcendée. À l'inverse, ce sont donc ces qualités de naturel qu'il va exalter chez les danseuses espagnoles et avec quel style. Mais vous allez voir que ces critiques ne sont pas forcément les nôtres. Gautier décerne la palme aux danseurs espagnols d'abord pour leur physique. Le seigneur Camprubí, donc ce danseur espagnol, un des premiers danseurs espagnols qu'on verra en France et qu'on va revoir sous le pinceau de Manet, écrit Théophile Gautier, le seigneur Camprubí est aussi agréable à voir danser qu'une femme. Et cependant, il conserve à ses poses un air héroïque et cavalier qui n'a rien de la niaise affaîtrie des danseurs français. Vous voyez que la comparaison n'est pas forcément celle que nous ferions aujourd'hui. Les danseurs partenaires masculins des romantiques ont été réduits à l'état de porteurs, purement et simplement évacués de la scène. Et ce que Gautier aime dans la danse de ce danseur espagnol, c'est qu'il est aussi agréable à avoir dansé qu'une femme. Donc, ensuite, peut-être plus intéressant, pour leur engagement.
Dolores et Camprubí n'ont aucun rapport avec nos danseurs. C'est une passion, une verve, un entrain dont on n'a pas idée. Ils n'ont aucunement l'air de danser pour gagner leur feu, c'est-à-dire leur salaire, comme les autres, mais pour leur plaisir et leur satisfaction personnelle. Il n'y a rien de mécanique, rien d'emprunté, et qui sentent l'école dans leur manière. Leur danse est plutôt une danse de tempérament qu'une danse de principe, et l'on y sent à chaque geste toute la fougue du sang méridional. Une pareille danse avec des cheveux blonds serait un lourd contresens. Et voilà que s'annonce le poncif, une Espagnole doit être brune et avoir un tempérament de feu. Et l'image aura la vie dure. Mais c'est aussi une opposition entre la danseuse classique, la danseuse romantique, et la femme qui danse, c'est-à-dire la danseuse espagnole. Théophile Gautier comparera beaucoup ces danseuses espagnoles avec des almées, ce qui rapproche l'Espagne de l'Orient et introduit la dimension érotique concédée aux danseuses sacrées, qui dans les temples célèbrent les divinités. L'Orient est tout aussi à la mode que l'Espagne chez les artistes romantiques, et toute une école de peinture va introduire en Europe des images colorées de harems et de marchés d'esclaves, en attendant que la photographie prenne le relais. Les comparaisons multiples renvoient aussi à l'image de la bacchante, qui sera si à la mode sous le Second Empire. Le meilleur exemple d'œuvre et le plus connu étant le groupe de la danse de Carpeaux sur la façade du Palais Garnier. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a opposition entre ces danseuses romantiques qui suivent les règles que nous avons vues s'élaborer petit à petit, et les danseuses espagnoles qui, elles, sont complètement libérées de ces règles. Pepa Vargas, que vous voyez là, dans une peinture où elle est à moitié espagnole et à moitié danseuse classique. Regardez les chaussons. Elle a bien les chaussons de satin rose noués par des petits rubans, ce qui n'est pas le cas des danseuses espagnoles, mais en même temps, elle a les castagnettes à la main, le peigne dans la coiffure et la robe à volants. On la retrouve là, elle a l'air d'une matrone. Là, vous l'avez vu, elle avait l'air d'une très jeune fille. Là, elle a l'air d'une matrone. Où est la vérité? On ne sait pas. Mais c'est une grande célébrité, elle aussi, qui va parcourir le monde et qui sera toujours très acclamée par son public. Naturellement, les danseuses dites classiques, devant le succès de leurs petites camarades espagnoles, vont vouloir elles aussi se piquer d'hispanisme. Et c'est avec une danseuse, Fanny Elsler, d'origine viennoise, et une œuvre, Le Diable boiteux, œuvre dans laquelle se trouve un moment dansé qui est une cachucha, qui est un pas espagnol, qui va faire la fureur, si on peut dire, de ces danseuses classiques dansant des pas espagnols. Alors, le livret du Diable boiteux est tiré du roman éponyme de Le Sage, auteur français du XVIIe siècle, et Le Sage s'était intéressé à la littérature espagnole. Il a traduit plusieurs œuvres de Lope de Vega et de Calderón, entre autres, et 2 romans à l'espagnol lui assureront la célébrité, Le Diable boiteux et Gil Blas de Santillane, qui sont des romans de mœurs picaresques. Dans Le Diable boiteux, le diable retire le toit des maisons pour épier ce qui s'y passe, et il accorde le même pouvoir à un étudiant dont le cœur balance entre 3 femmes, un petit peu comme dans les contes d'Hoffmann, et une des femmes aimées par cet étudiant est une danseuse, ce qui permet qu'une partie de l'histoire se déroule au foyer de la danse, sur la scène et dans une loge du Théâtre Royal de Madrid. Fanny Elsler est cette danseuse et un des solos du ballet est une cachucha. Cette cachucha va lui valoir une gloire éclatante, une iconographie abondante témoigne de cet engouement gestuel et costume, la robe de satin rose à volants de dentelle noire qui sera fixée une fois pour toutes. Fanny Elsler est opposée à Marie Taglioni, dite Marie pleine de grâce. C'est l'autre grande ballerine de l'époque romantique, la danseuse charnelle, la danseuse païenne, écrit-on, qui parle au sens des spectateurs. Son talent la rapproche du fantasme antique. Gautier écrit « Quand elle se cambre hardiment sur ses reins,
et qu'elle jette en arrière ses bras enivrés et morts de volupté, il la rapproche des danseuses des fresques d'Herculanum. C'est une bacchante. La célébrité de Fanny Elster dans ce rôle est si grande qu'Alexandre Dumas y fait allusion dans Le Comte de Monte-Cristo. Il n'est de bruit à Paris que de la conduite du comte de Monte-Cristo à l'opéra et de sa dernière originalité. Je cite, « Elster dansait dans Le Diable boiteux, la princesse grecque, c'est Haïdée, était dans le ravissement. Après la cachucha, il a passé une bague magnifique dans la queue d'un bouquet et l'a jetée à la charmante danseuse qui, au 3e acte, a reparu pour lui faire honneur avec sa bague au doigt. » Donc, voilà, c'est la vraie cachucha espagnole, mais dansée par une danseuse d'école classique. C'est un poème charmant, écrit avec des ondulations de hanches, des airs penchés, un pied avancé et retiré, joyeusement scandé par le cliquetis des castagnettes, et, écrit Gautier, qui en dit plus à lui tout seul que bien des volumes de poésie érotique. Donc le mot est lâché, et vous avez donc compris cette opposition que vous trouvez donc dans ce fantasque masculin des écrivains romantiques, cette opposition entre la femme qui ne sera éternellement fiancée, qui ne sera jamais mère ou épouse, la sylphide ou Gisèle, et la femme, la bacchante, la femme de chair, la femme érotique qui est la danseuse espagnole. À partir de ce diable boiteux, la mode est lancée et on ne compte plus les solos à l'espagnol qui sont insérés dans des opéras et des ballets, au théâtre, au cirque, dans les revues, partout. La voilà au vaudeville, la voilà au bal, dans les bals, comme le cancan, c'est une danse de carnaval. La voilà dans les revues, c'est la revue de l'an 40. La voilà au cirque, avec Mademoiselle Camille. La voilà pour les compositeurs, la cachucha, divertissement brillant pour le piano sur un air espagnol, dansé à l'opéra par Mademoiselle Fanny Elster. Et puis, dessin satirique de Cam, c'est Bismarck, dansant la cachucha. Beaucoup d'allure. Encore quelques danseuses espagnoles. Celles-là sont intéressantes parce que, comme vous voyez, pour la gravure qui a été tirée de ce tableau dont on ne connaît pas l'auteur, on a rajouté le décor derrière. Tous les chorégraphes vont maintenant insérer des passages espagnols dans leur ballet. Le plus connu des ballets à thème espagnol, c'est évidemment le Don Quichotte de Petipa. Mais vous voyez là que Bournonville, qui est pourtant un tenant du beau style, du style classique, de l'équilibre, lui aussi va faire un ballet à sujet espagnol. C'est un style qui va s'effondrer dans une décadence rapide, d'ailleurs, à partir des années 1860. C'est la décadence, d'ailleurs, du ballet classique. Alors, Adela Guerrero, peinte par Courbet, regardez bien la composition du tableau avec le rideau du théâtre, là, et la pose. On va la retrouver sous le pinceau de Manet. Manet n'est pas l'artiste type de la bohème, on ne peut pas dire. Parisien, issu d'une famille de grands bourgeois, il va pourtant s'intéresser, lui aussi, à la scène et composer un certain nombre de tableaux à sujet espagnol. Est-ce son amour pour la peinture de Velázquez qui lui fait aimer l'Espagne et les sujets espagnols? Sans avoir jamais passé les Pyrénées, il n'a pas été en Espagne. Manet va pendant 6 ans, entre 1859 et 1866, peindre des sujets espagnols, Cavalier espagnol, les étudiants de Salamanque, le guitarrero, l'enfant à l'épée, la gitane à la cigarette, Victorine Meurant en costume d'espada, etc. Et puis, Manet va rencontrer de vrais Espagnols qui sont de vrais danseurs espagnols. En 1862, au théâtre de l'Hippodrome, accompagné par son ami Baudelaire, il va rencontrer une troupe de danseurs venus de Madrid qui donne une série de représentations
et Manet va peindre plusieurs œuvres les représentant. Il va les faire poser dans l'atelier de son ami Alfred Stevens, qui est un atelier plus grand que le sien. Et vous voyez que ce tableau, qui est la troupe de ce fameux Mariano Camprubi, qui avait été le premier danseur espagnol, vrai danseur espagnol, à venir à Paris, voilà sa troupe. Vous le voyez d'ailleurs en premier plan. Vous voyez ici, vous vous rendez compte immédiatement aussi que c'est un tableau qui n'a pas été composé, si on peut dire, sur une scène de théâtre, mais que c'est un tableau d'atelier, fait dans un atelier, fascinant, ceci dit, par sa composition, par les personnages. Et on va retrouver la danseuse que vous voyez assise à gauche, sur le banc. Voilà Mariano Camprubi, donc le chef de cette troupe. À cette époque, il a plus de 60 ans, puisque vous avez vu qu'il a commencé au bal de l'Opéra dans les années 30. Il est célèbre dans toute l'Europe et il sillonne toutes les grandes capitales avec sa partenaire, Dolores Serral, et avec ses danseurs. Gravure avec de la main de Manet la légende, dont Mariano Camprubi, premier ballerine del Teatro Royal de Madrid. Et aussi, évidemment, ce tableau si connu qui est Lola de Valence, qui était la première danseuse que vous avez vue assise dans le tableau qui représente toute la compagnie et qui était la première danseuse de cette troupe de Mariano Camprubi. Tableau fort intéressant car Manet l'a retouché. Au départ, c'était simplement un tableau d'atelier. Et Manet a rajouté le praticable, puisque vous voyez qu'elle est sur scène, elle est devant un praticable de théâtre, vous voyez l'envers de ce praticable, avec les bandes qui permettent de tenir cette structure, qui est une structure de toile peinte, qui permettent de lui donner de la rigidité et de la placer sur le plateau. Et vous voyez à l'extrême droite qu'on voit un tout petit morceau de la salle, avec les spectateurs au balcon. De ce tableau va sortir toute une série d'œuvres gravées. Donc vous voyez aussi la tenue qui est très spéciale avec les pompons, les rangées de pompons qui bordent les volants du costume et ce très grand châle de dentelle. Il se passe que ce costume, j'ai découvert ça récemment, c'est comme la semaine dernière pour Nover et Reynolds. Il se passe que ce costume est exactement celui qu'on trouve sur un portrait de Petra Camara, autre de ces danseuses espagnoles, qui est gravé et qui est repris. Ça m'a intéressé parce qu'il est quand même assez spécial avec ses rangées de pompons rouges, avec le fait aussi que le costume, je ne sais pas ce que c'est comme textile, je ne me rends pas compte, mais en tout cas, il est brodé de grandes fleurs de couleur. Et vous voyez que vous le retrouvez là, et puis vous retrouvez ce grand châle de dentelle qu'on trouve en fait assez peu sur ces portraits de danseuses. Donc la recherche n'est pas terminée, il faut que je les confronte davantage, que je regarde les dates, mais ça m'a beaucoup intéressé en travaillant pour vous d'ailleurs, de découvrir la similitude entre ces deux images. C'est un portrait qui va être gravé abondamment avec un quatrain de Baudelaire, qui sera édité avec un quatrain de Baudelaire, ami de Manet. La figure a déjà été, le visage de la danseuse a déjà été quelque peu adouci, et Manet va encore l'adoucir pour cette couverture de partition, pour cette sérénade composée par son ami Zacharie Astruc et dédicacée à Fantin-Latour. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, il retravaille en fait le visage de la danseuse. Alors, encore une fois, Manet n'a toujours pas été en Espagne. Et c'est seulement en 1865 que Manet va partir faire ce fameux voyage en Espagne, qui va être un véritable désastre, d'ailleurs, car Manet n'est pas fait pour l'aventure et qu'il a cordialement détesté
tout ce qu'il a vu là-bas. Il y a des lettres d'ailleurs à Théophile Gautier qui sont très amusantes parce qu'il déteste la cuisine, le bruit, le monde, la foule. C'est vraiment pas fait pour lui. Donc voilà ce que je voulais vous montrer et surtout ce que je voulais vous dire par rapport à cet aspect Janus Bifrons, si on peut dire, de la femme romantique en blanc, éternelle fiancée, la jolie morte que vous trouvez dans ces chefs-d'œuvre du ballet romantique, et puis à l'inverse, cette femme de chair à laquelle s'attachent les rêves érotiques et qui est l'inverse, l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le ballet romantique va s'épuiser très vite en France, alors qu'il va survivre en Russie, par où il reviendra, Gisèle avec les ballets russes. La disparition, ou presque, des danseurs a féminisé à outrance le métier. Les danseuses, maintenant en travesti, vont s'emparer des rôles masculins avec plus ou moins de bonheur. C'est le chant du cygne, en fait, de la création chorégraphique à l'opéra. L'ouverture du nouvel opéra, commencée en 1860, sous le Second Empire, ne va pas faciliter les choses. Va donc s'ensuivre un grand désintérêt pour le ballet dans le monde artistique et intellectuel, jusqu'à l'arrivée des ballets russes en 1909. Par contre, on va voir, avec les peintres impressionnistes, un grand intérêt pour la représentation du théâtre, salle, scène et loge. Et ça, c'est ce dont nous parlerons la semaine prochaine, notamment avec la représentation de la loge, c'est-à-dire du côté des spectateurs du théâtre. Et cette fois, je veux vous quitter sur un tout petit moment, quelques images d'un film sur Gisèle. C'est une captation qui a été faite à l'Opéra de Paris, et je vous ai choisi non pas la danseuse étoile, mais je vous ai choisi l'arrivée des Villis, qui est un moment très poétique, parce que ce ballet romantique, c'est aussi l'importance donnée au corps de ballet, pas seulement à l'étoile qui va incarner ses rôles. D'ailleurs, le titre du ballet, c'est le nom de l'héroïne, la sylphide Gisèle. Et il y a une grande importance du corps de ballet qui se fait à ce moment-là, parce que les danseuses sont de mieux en mieux formées, et vous verrez que la poésie vient aussi du nombre de ces fantômes blancs. Donc c'est la scène où les Villis, ces jeunes filles mortes avant leurs noces, vont sortir de leur tombeau et rentrer sur scène à l'appel de la reine des Villis. Quelques images. Voilà, quelques images. Je pense que vous avez vu l'importance du costume pour la poésie du mouvement, puisqu'il accompagne et qu'il sublime en fait le mouvement. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine. Bonne soirée.